Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et tout de suite, notre invité du 7-9 à 8h30 est Antonin Maille. Il est conseiller municipal, délégué de Paimpol, délégué fédéral à la jeunesse du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Il est également président de l'Association des jeunes élus de France et il est venu jusqu'à nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, Antonin Maille, il y a une grande actualité au Parti socialiste, actualité récente, puisque hier soir, Olivier Faure s'exprimait en annonçant qu'Anne Hidalgo avait été donc désignée à plus de 72% candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Gros score. Gros score, oui, score important. Je pense que c'est un plébiscite pour Anne Hidalgo. Ça prouve bien que voilà, il y a une vraie force militante socialiste derrière Anne Hidalgo. Et pour vous donner également un chiffre supplémentaire, dans la Fédération des Côtes-d'Armor, on est à plus de 55% donc pour Anne Hidalgo. Alors, qu'est-ce qu'il y a elle est clivante, comme on dit, Anne Hidalgo. Elle a été beaucoup vilipendée sur sa gestion de la ville de Paris. Qu'est-ce qui fait quand même qu'à la fois elle soit clivante et attirante? Alors, quand je dis attirante, bien sûr, je parle politiquement, pour les militants. Alors, bon, elle est clivante à Paris, peut-être, mais bon, je rappelle malgré tout qu'elle a été réélue en 2020, donc à un moment donné, c'est quand même que les Parisiens trouvent sa gestion de la ville plutôt bonne. Après, qu'est-ce qui montre, enfin, qu'est-ce qui explique son score important? Je pense que c'est un renouvellement des pratiques politiques qu'elle propose Voilà, en fait, c'est le fait que aussi ce soit une femme qui s'engage en politique, qui a porté beaucoup de mandats, et qui aujourd'hui arrive à la tête, alors je dis à la tête du Parti socialiste, en tout cas pour cette élection présidentielle, pour porter les couleurs du PS dans cette élection présidentielle. Pourtant, elle a du mal à percer dans les sondages. Alors les sondages sont ce qu'ils sont, évidemment. Est-ce que la campagne va être âpre, va être dure, selon vous? Bon, alors d'abord, pour revenir sur les sondages, vous savez bien qu'on est 6 mois avant l'élection présidentielle. Donc des sondages 6 mois à l'avance, ça ne veut pas dire grand-chose. Je rappelle qu'en 2017, à cette époque-ci, Alain Juppé était quand même à 29,7%, Emmanuel Macron à 15,7% et Marine Le Pen à 27,7%. Donc, résultat, Alain Juppé n'a pas été qualifié par la primaire des Républicains. Emmanuel Macron a fait un score plus important et Marine Le Pen un score moins important. Donc les sondages 6 mois à l'avance, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, d'autant qu'il peut se passer des choses en 6 mois, oui. On peut le dire. Antonin Maille, il y a eu tout un cheminement pour que Anne Hidalgo arrive aujourd'hui à la tête, en tout cas à porter les couleurs du PS pour cette élection présidentielle. Il y a eu tout un cheminement, il y a eu le Congrès. On avait dit le Congrès, ça va être explosif, ça va être très compliqué, il y a beaucoup de courants, mais ça c'est pas nouveau au PS. Comment il a fallu faire, donc j'imagine une synthèse, mais comment essayer de diriger tous ces courants pour porter un candidat, en l'occurrence là une candidate? Alors c'est vrai qu'il y a eu le congrès de Villeurbanne, le 79e du Parti socialiste, il y a peu de temps. Il y avait donc deux textes d'orientation, comme on appelle ça aujourd'hui au Parti socialiste, un porté par Olivier Faure et l'autre par Hélène Geoffroy. Mais le débat au sein d'un parti politique, c'est quand même très important. On est un parti qui a montré qu'il était capable voilà, d'être démocratique. Et Olivier Faure a remporté le vote sur les textes d'orientation, le vote sur le premier secrétariat national. Voilà, c'est le débat au sein d'un parti, je trouve que c'est sain, et heureusement que chez nous, on peut avoir du débat. Alors débats qui sont des fois forts, hein, j'allais dire presque virils même, mais débats quand même. Est-ce que vous reprochez justement, Antonin Maille, que dans la vie politique aujourd'hui, on a oublié aussi, au-delà des partis, une forme de débat? On a beaucoup d'invectives sur les réseaux sociaux, beaucoup de petits mots, de buzz, mais est-ce qu'on a oublié le véritable débat de fond? Je pense pas qu'on l'ait oublié, je pense qu'il est un petit peu moins présent. Après, bon, les invectives sur les réseaux sociaux, c'est un peu facile. Bon, voilà, on est derrière l'anonymat pour certains. Donc bon, je suis pas sûr que dans la vraie vie, il soit aussi, pour certains, virulent devant telle ou telle personne. Après, c'est vrai qu'au sein du Parti socialiste, il y a eu un débat qui était parfois dur, je dirais, mais aujourd'hui, on se rassemble derrière Anne Hidalgo, qui a remporté le vote des militants socialistes d'hier soir.
on se rassemble, le débat voilà, maintenant est terminé, c'est important d'avoir un débat comme je te disais, et maintenant c'est parti pour la campagne, les équipes sont en place, les militants sont prêts, et... Le programme aussi, hein, j'imagine. Est-ce qu'on peut en dire un mot en 2 lignes du programme d'Anne Hidalgo, ou est-ce qu'il y a encore des petites choses à parfaire? Alors il y a le programme d'Anne Hidalgo et du Parti Socialiste, hein, puisque le programme a été adopté également via un vote des militants. Il y a quelques axes sur lesquels je voudrais quand même revenir, hein. C'est l'écologie qui n'est pas punitive. On n'est pas ici chez Sandrine Rousseau par exemple, qui elle dit qu'il faut augmenter les prix du carburant, mais on ne peut pas faire de l'écologie sur le dos des plus défavorisés d'entre nous, c'est pas possible. Voilà, l'écologie elle doit se faire avec tous. Et certains n'ont pas le choix que d'utiliser, par exemple, pour revenir sur les propos précis de Sandrine Rousseau, n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture. On ne peut pas dire on augmente, on laisse filer le prix du carburant, le prix des énergies. C'est pas réaliste. Si on veut faire adhérer le plus de Françaises et de Français à l'écologie, on ne peut pas leur dire c'est contre vous. D'ailleurs, il y a une prise de conscience au niveau du gouvernement. On a entendu Jean Castex qui s'est exprimé avec ce bouclier, hein, c'est le terme qu'il a employé, pour essayer de, sinon faire baisser, en tout cas limiter l'augmentation des carburants. Là, on voit qu'il y a une forme d'urgence en la matière. On sent que la campagne est lancée aussi, bien entendu. Et puis, il y a eu ce plan France 2030 qui a été présenté par, je vois lever les yeux au ciel, Antonin Mahé. Je le dis pour les auditeurs qui ne voient pas la vidéo, mais il y a eu ce plan France 2030. Pour vous, c'est une posture électoraliste ou il y a des bonnes choses, il y a des choses à prendre? Alors il y a des choses pas mal, je dois dire, sur le nucléaire notamment, hein, mais globalement ça reste un plan qui est très électoraliste. Je veux dire, Emmanuel Macron n'a pas encore annoncé sa candidature, mais le fait qu'il soit candidat, je suis désolé pour peut-être les marcheurs qui nous écoutent, mais ça ne fait aucun doute. Je veux dire, depuis les derniers mois, depuis quelques semaines, il y a des annonces, des choses qui auraient pu être faites avant, mais qui n'ont pas été faites. Pourquoi, on ne sait pas. Mais là, on est vraiment, je suis désolé, hein, ça se voit, mais Emmanuel Macron est rentré dans une forme de campagne électorale en dépensant et en annonçant des dizaines et des dizaines de choses. Alors, il y avait eu le quoi qu'il en coûte, et là on a l'impression que c'est un quoi qu'il en coûte bis finalement, si j'entends votre propos. Ben, il y avait le quoi qu'il en coûte Covid qui là avait son sens, mais là maintenant on est parti dans un quoi qu'il en coûte campagne. Donc bon, je ne suis pas sûr que faire campagne sur l'argent des Français soit forcément très adapté. Alors, vous avez prononcé le mot de nucléaire, Antonin Mahé. On a aujourd'hui, on le sait, un défi à relever, c'est l'énergie. Beaucoup de demandes d'énergie, de plus en plus en France, mais dans le monde aussi en règle générale, avec un parc de centrales nucléaires vieillissant en France, une forte opposition. On a entendu les écologistes, Yannick Jadot entre autres, s'élever contre le nucléaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir quand même trancher et puis avoir une position, allez, je vais oser le mot raisonnable, c'est-à-dire dire oui, on développe les énergies durables, l'éolien, on peut imaginer aussi, on va parler de l'éolien en mer dans un instant, hein, ça fait débat ici en Bretagne et plus particulièrement en baie de Saint-Brieuc, mais est-ce qu'à côté il faut aussi continuer à développer ou modifier ou peut-être avoir un nouveau parc nucléaire? Le président dans son plan a parlé de petits réacteurs. Alors d'abord, je n'ai jamais caché à quiconque que j'étais pour le nucléaire, hein. Pour moi, c'est une énergie qui reste propre, malgré la gestion des déchets nucléaires qui pose encore des soucis, mais le nucléaire, pour moi, doit encore perdurer, hein, parce que les énergies renouvelables, le problème, c'est que, par exemple, dans le cas des éoliennes, on n'a pas du vent tout le temps, dans le cas du soleil, on n'a pas du soleil tout le temps, et on n'a pas de réel moyen de stockage encore sur ces énergies renouvelables. L'éolien, maintenant. C'est une vaste question ici. C'est une vaste question, et notamment en baie de Saint-Brieuc. Moi, j'y suis totalement favorable à ce champ éolien, mais je m'en suis non plus jamais caché. Il y a le comportement de l'entreprise qui est bon, un petit peu limite. Voilà, Iberdrola, enfin Elmarine en l'occurrence. Mais il ne faut pas oublier que la Bretagne importe 80% de son énergie, et cette énergie vient notamment du fossile, hein, puisque je rappelle que la Bretagne est en bout de réseau, donc quand
quand on a des petits soucis d'énergie, notamment en hiver, c'est les centrales à charbon, les centrales à gaz qui sont mises en route. La centrale de Cordemais, entre autres, près de Nantes, hein, qui alimente l'ouest et la péninsule, le bout de la péninsule bretonne. Il ne faut pas oublier non plus que ce parc éolien, il permettra une production locale et qui va créer 500 emplois rien que sur terre, entre guillemets, et demain beaucoup plus. La Bretagne doit devenir un acteur important de cette branche énergétique des énergies renouvelables. Alors on a entendu Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, s'exprimer hier, puisqu'il y a une session en ce moment au Conseil régional de Bretagne, session qui a démarré hier, qui se poursuit aujourd'hui, avec multiples questions hein, dans multiples domaines, mais on a senti qu'il y avait une cristallisation autour de ce dossier des éoliennes. Alors, dossier qui avait aussi la droite traditionnelle, LR, se rapprocher du RN ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Est-ce que pour vous, il y a eu une ligne de franchie là aussi? Ah bah clairement, quand les Républicains travaillent avec le Rassemblement national, on franchit le cordon sanitaire. La droite bretonne, je suis désolé, là, fait n'importe quoi, honnêtement, hein, je vais le dire comme je le pense. On ne peut pas travailler avec le Rassemblement national. En plus, je l'ai déjà dit, notamment sur cette radio il y a quelques temps. Que LR s'allie avec le RN pour dénoncer les éoliennes en baie de Saint-Brieuc, je trouve ça un peu facile. Et bon. Est-ce que c'est une forme d'union fait la force finalement? Enfin, alors, je ne pense pas LR capable de faire union avec le Rassemblement national quand même, mais bon, le fait là de travailler ensemble contre le parc éolien en baie de Saint-Brieuc, bon, c'est minable, je dirais. Le mot est lancé. Antonin Mahé, puisqu'on parle de la montée finalement aussi, hein, il y a ça un petit peu en exergue et qu'on s'en poindre avec j'allais dire l'échéance de la présidentielle qui se rapproche. 6 mois, c'est court finalement. Est-ce qu'il y a une source d'inquiétude? Je l'ai posée, cette question, je la pose assez régulièrement à nos intervenants le matin, à nos invités. Est-ce qu'il y a une source d'inquiétude pour vous qui êtes jeune socialiste? On va parler des jeunes en politique aussi, c'est important. Est-ce que pour vous, le fait qu'on voit dans l'échiquier politique arriver des gens comme M. Zemmour, polémiste, pas candidat, hein, en tout cas pas pour l'instant, mais qui apparemment, voilà, ça bouge, ça bouillonne, comme l'on dit, est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant? Est-ce que pour vous, vous dites, voilà, le loup est dans la bergerie? Alors moi, à titre personnel, un phénomène Zemmour ne m'inquiète pas forcément parce que bon, quand on lui parle économie, quand on lui parle social, quand on lui parle écologie, ça répond immigration. Donc il y a quand même un petit problème de cohérence des propos, des arguments politiques. Je pense que c'est une bulle qui va peut-être éclater, j'en suis pas non plus convaincu, mais il ne m'inquiète pas forcément parce que je rappelle que le premier problème des Français aujourd'hui, hein, leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas l'immigration, c'est pas le problème civilisationnel, comme dirait Éric Zemmour. Bon, là, c'est... Voilà, épiphénomène pour vous. Oui. On a là aussi quand même toujours et encore le Rassemblement national et Marine Le Pen, même si elle a depuis l'entrée, j'allais dire, alors en forme de campagne de M. Zemmour, Marine Le Pen a quand même poursuivi sur un autre terrain qui est justement le terrain du social. Est-ce qu'il va falloir se battre pied à pied avec le Rassemblement national pour les autres formations politiques, le Parti socialiste entre autres? Ah bah évidemment qu'il va falloir se battre contre le Rassemblement national, ça me paraît tout à fait logique. Je parlais sur des sujets comme par exemple justement le pouvoir d'achat. Après, le Rassemblement national fait quand même des propositions un petit peu faciles, qui ne sont pas forcément réalisables dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Ils sont un peu dans leur monde. Bon, après, le Parti socialiste, moi je pense que notre candidate est capable de rivaliser avec Marine Le Pen. Je rappelle que notre candidate, elle est arrivée en France quand elle était enfant, elle a été inspectrice du travail, donc au plus près des problèmes des salariés, des ouvriers. Donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant notamment pour ramener l'électorat, je dirais, le plus défavorisé qui aujourd'hui clairement vote Marine Le Pen. Hein, c'est malheureux mais c'est comme ça, c'est la réalité, il ne faut pas se leurrer. Vers nous. On a aussi ce fossé qui s'est creusé entre les Français, la classe politique, les élites, hein, comme on dit un peu facilement. Là aussi, on a le sentiment que, bon, alors on a essayé le PS, ils nous ont amené là, on a essayé la droite, ils nous ont amené là, aujourd'hui on a Macron, ça va pas encore. Le français est un peu versatile, en tout cas le général de Gaulle le disait, mais est-ce que là aujourd'hui il y a un véritable travail à faire
faire pour réintéresser les citoyens, les Français, les Bretons, à la politique qui les concerne finalement? Ah ben évidemment, là il y a un travail très important à faire, parce que quand on voit les taux d'abstention, que ce soit au départemental, au régional, au municipal même en 2020, c'est très très inquiétant. Voilà, quand la moitié de la population ne vote pas, c'est qu'il y a quelque part un problème. Il va falloir aller au plus près des Françaises et des Français en défendant un programme réaliste et applicable, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations politiques à gauche. Moins de promesses, plus de réalité. Mais je pense que quand on fait des promesses, il faut savoir les réaliser, parce que sinon c'est encore une fois les Français qui derrière vont se sentir lésés et qui ne viendront plus voter. Est-ce qu'il y a une forme d'autocritique, par exemple, là on va prendre le cas du Parti Socialiste, Antonin Mahé, est-ce qu'il y a une forme d'autocritique en disant voilà, on n'a pas fait ça, ou on s'est planté sur telle chose? Ah bah on s'est planté sur quelques points, oui, mais ça c'est sûr. Je pense à la déchéance de nationalité, les lois de travail. Là, il y a eu effectivement une dérive à l'époque de François Hollande, à mon sens. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'aujourd'hui on ait du mal à réattirer les Français vers la politique. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le PS aujourd'hui est la force motrice de la gauche. On l'a vu au régional, au départemental, au municipal et même au sénatorial, en tout cas dans notre département. Donc, moi voilà. Il y a eu une forme de... Alors le PS a fait un travail ici, par exemple on va prendre le cas des Côtes-d'Armor, pour essayer de discuter avec les autres formations de gauche. Alors je ne vais pas parler de programme commun, c'est un mot qui est banni je crois depuis très longtemps, mais en tout cas il y a eu cette forme d'entente, à l'exception de l'UDB et de la France Insoumise. Mais voilà, cette entente a permis de gagner. Est-ce qu'aujourd'hui au niveau national, il faut encore faire ce travail d'entente, ce travail, j'allais dire labourer le terrain pour pouvoir réunir les forces de gauche? Alors moi, vous savez, j'ai toujours été pour l'union, parce que c'est ce qui nous fait gagner. On l'a vu au départemental, voilà, je pense que là, c'est plus un secret. Je pense qu'au niveau national, il faut tenter de faire le travail. C'est plus compliqué au niveau national parce qu'il y a aussi une guerre peut-être des égos. Mais par contre, je pense une seule chose en plus, c'est que ce rassemblement doit se faire derrière Anne Hidalgo. Moi, ça me paraît tout à fait logique, puisque comme je disais, on fait les plus gros scores à gauche. Voilà. Aujourd'hui, on a le sentiment que les Français réclament une chef en l'occurrence, parce que voilà, ça va un petit peu dans tous les sens. La société comme ça, c'est difficile, elle est fracturée, elle est morcelée, et on a un peu perdu cette culture du chef. Alors évidemment, je mets des grands guillemets. Sous l'époque gaulienne, il y en avait un de chef. Après, on a eu Pompidou, puis Giscard d'Estaing, puis on avait eu un peu l'habitude de voir des présidents qui s'installaient dans le fauteuil, mais il n'y avait pas cette marque. Est-ce que Anne Hidalgo est capable d'avoir, on dit qu'elle a une forte personnalité, la capacité justement d'imprimer cette marque, de dire voilà, je suis capable de diriger, d'emmener, de fédérer? Alors d'abord, on n'est pas sous le général de Gaulle, donc une culture du chef, bon, si vous voulez, mais par contre, je pense qu'Anne Hidalgo, elle est capable de rassembler, de diriger, et elle l'a montré d'ailleurs à la mairie de Paris. Et encore une fois, je pense que ça n'a pas été trop mal. Encore une fois, je ne suis pas parisien, je ne vote pas à Paris, mais elle a quand même été réélue, quoi. Donc ça veut dire que derrière, le travail était plutôt bon. Alors quand je parlais de culture du chef, c'était pour resituer dans le contexte historique, Antonin Mahé, vous l'aurez compris, les temps ont changé. Aujourd'hui, on a des jeunes, vous en êtes l'exemple. Vous êtes venu, d'ailleurs, je crois que vous avez fait votre première radio à notre micro. Oui. Vous avez parcouru de chemin depuis, puisque vous êtes délégué, je le disais, fédéral à la jeunesse, au Parti Socialiste des Côtes-d'Armor. La jeunesse s'implique, on en parle beaucoup, et on en parle aussi sur cette antenne. La jeunesse s'implique, alors pas forcément toujours en politique, c'est très transpartisan quand ça se passe, mais pas forcément toujours en politique, mais sur des grandes causes, l'écologie, l'environnement, le vivre ensemble aussi, on le voit, on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec les problèmes qui sont soulevés justement à l'extrême droite autour de l'immigration, etc. Est-ce que c'est peut-être ça aussi le salut des partis politiques et du PS, j'allais dire ce 109? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la jeunesse a quand même plus tendance, et ça voilà, c'est prouvé entre guillemets, à s'engager sur des causes plutôt que sur la durée dans le temps. Et ça, bon, c'est très bien, mais les gens comme moi, entre guillemets, qui sont engagés aussi jeunes, ça reste une minorité, malheureusement. Et pour moi, c'est dommage.
Vous essayez de convaincre, on peut le dire, hein, vous êtes étudiant aujourd'hui, en dehors de votre charge à la municipalité de Paimpol. Vous essayez de convaincre vos camarades de dire voilà, il faut s'engager, PS ou pas PS, mais finalement engagez-vous, faites quelque chose pour votre pays, pour votre région. Bah oui, ça c'est sûr que j'essaye de les pousser à s'engager, voilà, parce que je trouve que c'est quand même une expérience qui est super. Hein, on en apprend tous les jours. Moi j'apprends tous les jours de nouvelles choses sur le fonctionnement d'un État, d'une région, d'une collectivité, voilà, de manière générale. J'essaye de les pousser à s'engager, d'ailleurs que ce soit au PS ou pas, parce que tous ne sont pas de gauche. Voilà, il faut aussi le dire. Quand ils sont de gauche, j'essaye... Vous essayez de les happer. Alors, alors le terme, je ne suis pas fan, mais j'essaye évidemment qu'ils viennent voilà, militer dans un parti qui a déjà gouverné, une gauche de gouvernement. Mais après, s'ils ne sont pas de gauche, je les pousse quand même à s'engager parce que l'engagement, c'est important pour moi. Alors Antonin Mailly, le Parti Socialiste, la vieille maison, hein, comme on l'appelle, a besoin peut-être aussi de ce sang neuf pour se renouveler. Les problèmes de société ne sont plus les mêmes aujourd'hui. La façon de faire de la politique n'est plus la même. Et puis on parlait tout à l'heure, on évoquait les réseaux sociaux, la façon de communiquer la politique, de la partager avec les citoyens n'est plus la même. Est-ce que, je vais être un peu provocateur, est-ce qu'il faut mettre un peu de jeunes dans le Parti Socialiste dont on a dit qu'il vieillissait? Il n'est pas le seul, hein. Je vous préciserai aussi qu'à droite, c'est pareil, il y a cette envie de renouvellement ou dans d'autres formations politiques. Est-ce qu'il faut donner un petit coup de jeune? Il ne s'agit pas de pousser les anciens dehors, mais au Parti Socialiste. Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas pour faire du jeunisme, comme on dit. Après, le renouvellement, je pense qu'il se fera entre guillemets naturellement. Enfin, on ne peut pas rester voilà, en politique active jusqu'à 90 ans ou 100 ans. Donc à un moment donné, ça se fera. Je pense que ça se fera tout seul. Et au Parti Socialiste, on a déjà un renouvellement depuis l'élection d'Olivier Faure au congrès d'Aubervilliers, je crois, si j'ai bon. Donc il y a un processus de renouvellement qui est toujours en cours du coup puisqu'il a été réélu cette année. Et, la politique carriériste, selon vous, c'est fini? On ne fait plus carrière comme avant, où on démarrait maire, on terminait sénateur. C'est un peu fini ce temps-là, où il y a encore des restes? Il y a évidemment des restes, mais je pense que plus on avance dans le temps, plus ce genre de pratique se termine, et heureusement d'ailleurs. Parce que pour terminer, la politique, c'est pas un métier, hein. C'est une fonction qu'on a un temps donné. Certains, malheureusement, d'ailleurs à gauche comme à droite, prennent ça pour un métier, presque avec un contrat de travail, j'ai envie de dire, mais presque avec un CDI, mais non, c'est du jour au lendemain, on peut ne pas être reconduit dans ses fonctions, et c'est normal. Voilà, donc des carrières sans doute plus courtes, peut-être plus intenses aussi, parce qu'on demande beaucoup aux élus aujourd'hui. Je le disais, on n'a plus la même façon de faire de la politique. Et cette façon de faire de la politique, elle évolue avec vous, la jeune génération. Est-ce qu'il va falloir aussi, plus largement, réadapter les institutions? Si demain la gauche arrive au pouvoir, est-ce qu'il va y avoir des grands thèmes à aborder? Ah bah, y a un grand thème à adopter, c'est de ramener les Français vers le vote, ça c'est sûr. Après, bon, l'évolution des institutions, évidemment, il y a quelques points à toucher, mais bon, je ne vais pas tous les énumérer ici. Mais est-ce qu'il faut passer à une 6e République, par exemple? Est-ce qu'il faut un peu aller renverser la table? Alors, je ne suis pas vraiment favorable à passer à une 6e République, non, parce que moi, je trouve que la 5e est quand même relativement bien faite, hein. Une République semi-présidentielle, ça se passe quand même, il faut le dire, hein, plutôt bien, malgré que la majorité présidentielle parfois prend des airs de toute puissance, mais bon, voilà, c'est le millefeuille pour moi administratif français, il est critiqué, voilà, ce qu'il faut supprimer les départements, créer des collectivités uniques. C'est un débat qui doit être posé sur la table. C'est vrai que moi, à titre personnel, je suis plutôt partagé quand même sur cette question. Après, c'est vrai que chaque collectivité a ses compétences, donc on ne peut pas tout donner à
une seule collectivité non plus. On parle beaucoup ici en Bretagne de décentralisation, hein, c'est le mot qui court depuis des années, outre le retour de Nantes en Bretagne, voilà deux grands sujets. Est-ce qu'il va falloir mettre un petit peu plus de décentralisation et surtout avec cette décentralisation plus de moyens? On voit le cas de la région Bretagne qui est une région très forte économiquement, une région socialement forte aussi, novatrice, mais qui n'a un budget que bon an mal an d'1,4 milliard d'euros. Alors c'est vrai que quand on voit que la métropole de Rennes, par exemple, a un budget supérieur au Conseil régional de Bretagne, on peut se poser des questions, ça c'est sûr. L'État décentralise depuis des années, mais oublie une partie, c'est les financements. Or, on ne peut pas continuer à donner des compétences aux collectivités si derrière, on n'a pas le financement qui va avec. Ça va poser souci. Après, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on voit quand même que la décentralisation a un petit peu freiné. Je pense à la PAC notamment. Il va peut-être être temps de remettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour que la décentralisation reparte. La PAC, c'est pas à l'État de gérer, c'est aux régions qui sont plus près des territoires. Voilà, donc là aussi des territoires, c'est important, il y a une grande demande, une forte demande des territoires, et aussi des jeunes qui veulent rester aujourd'hui dans les territoires, on le voit, ils veulent rester travailler en Bretagne, une fois que les études sont faites, on revient, on essaie de créer parfois des entreprises, des start-up souvent très technologiques. Est-ce que là aussi il y aura un grand travail à faire pour garder, j'allais dire, les jeunes au pays? Ça fait un peu slogan des années 70. Bah c'est vrai que pour la personne qui souhaite rester en Bretagne aujourd'hui après ses études, il n'y a pas forcément tous les métiers disponibles. Il y en a plus qu'avant, ça c'est quand même à souligner, mais on ne peut pas tout faire en Bretagne. Ça correspond aussi, là j'ai un exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est notamment les études supérieures et le fait que dès qu'on a terminé notre licence, on doit partir à Rennes ou à Brest. Je pense en cas de Saint-Brieuc notamment, puisqu'on est juste à côté. Moi, pour vous donner un exemple, je fais mes études à Saint-Brieuc, là je suis en 2e année de licence. Après ma 3e année, je suis dans l'obligation de quitter Saint-Brieuc. Je trouve ça quand même dommage. J'espère qu'avec le temps, on aura le développement de nouveaux campus universitaires dans les territoires, parce que j'estime quand même que c'est important. Voilà, faut pas entre guillemets qu'on se sente obligé d'aller dans les grandes villes pour faire des études. Voilà, donc là aussi, c'est une forme d'aménagement de territoire, une forme d'aménagement de l'éducation sur ces territoires. Antonin Mahé, on va conclure là, car il est déjà 8h57. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué de Paimpol, délégué fédéral à la jeunesse au Parti socialiste des Côtes-d'Armor, également président de l'association des jeunes élus de France, parce que oui, il y a une asso des jeunes élus de France, on en reparlera, c'est promis, hein, vous reviendrez au micro de la matinale. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.